Il est capable de prendre ce coup. Voilà, enfin, il peut accélérer le centre. Le centre qui passe au fond du Mendes. L'erreur terrible de Casablanca qui fait déjà basculer le destin du PSG dans cette première journée 1-0. Frappe Sirigu, sérieusement. Frappe. Sérieusement, les guettes. Il est sûrement après ce coup franc frappé par Vitinha et bien frappé par Vitinha au deuxième poteau avec l'arrivée de João Neves qui a décidé de refuser la nuit. Le football, il a changé. Le petit ballon pour Dembélé, il faut le mettre et il la mise. Ousmane Dembélé, Paris Mélanfield, 1-0. John, stop talking. Fabien Ruiz, elle est bonne. Elle est fantastique. Celle de Fabien Ruiz, une frappe monstrueuse qui décide le rêve parisien. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, L'Espagnol avec Vitinha, il a de l'espace. Vitinha, ballon pour Doué. Accélération d'Ousmane Dembélé qui attend du soutien, il en a de l'autre côté. Doué, on a contre un face à Di Marco. Désiré Doué, la frappe puissante de l'ancien Rennais. Et en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Oh oui, Dembélé, Vitinha, Doué à droite, ballon servi, Doué qui du pied droit ouvre les portes du paradis. Pas de hors-jeu, c'est le but pour d'être champion d'Europe, le but pour être champion d'Europe. C'est juste, c'est les émotions en fait. On a de Barcola encore, Mayoulou. Une manita en finale, 5-0 pour le PSG qui a terrassé l'Europe et terrassé l'Inter Milan. Ça finit aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité. À jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Et merci à Maxime Sénat, notre réalisateur, pour ce jingle magnifique pour cette émission exceptionnelle. C'est pas un jingle, c'est un podcast. Oui, c'est un podcast, t'as raison. Il y avait tant de trucs à dire que j'ai pas pu couper. Et alors, ce soir, on a la moitié d'une équipe de foot dans le studio. Vous l'avez entendu. Salut Guy Carlier. Bonjour à tous. Tu es bien là, après ce titre? Ah ouais, là c'était Salut merveilleux. Emmanuel Galasso, tu es aussi bien Salut Guy. Philippe, je suis, oui, tous les amoureux du foot sont heureux, je pense, depuis samedi. On a avec nous notre réalisateur et éditeur de podcast, Maxime Sénat. Bravo encore Maxime. Bonsoir à tous. Alors t'es dans quel état? Je suis content pour mes amis parisiens, mais comme c'est pas mon club, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo à Paris. Quentin Fredon, web. Salut Quentin, toi aussi supporter des Girondins. Mais c'est quand même autre chose que La Roche-sur-Yon, quoi, de battre l'Inter Milan, non? Jusqu'à hier, j'étais heureux pour Paris. Maintenant, j'aime plus le football. Voilà. Et ils nous ont rejoints. Il était avec nous. Salut Majid de Imad, community manager du meilleur du PSG. Content de te retrouver. Salut Philippe, salut à tous. Alors, dans quel état? T'as un côté Patrick Bruel, l'a cassé la voix. Ah là, c'est déjà oui pour commencer, mais là j'ai encore du mal à réaliser, je pense. Et on le connaît aussi, Elvin De Fazio, commentateur de la Serie A pour la chaîne L'équipe et correspondant pour 90 minutes. Avec toi, ça va être buonasera. Exactement, il y a des choses à dire sur l'Inter. Bonsoir à tous. Bon, et supporter de la Juve, donc on peut pas t'accuser d'impartialité. On va être très professionnel. Tu sais recevoir. Et donc on commence avec ton édito, Guy. Je crois que tu vas nous dire que quelque chose est né. Oui, un miracle a eu lieu samedi soir pendant le match PSG-Inter de Milan. Quelque chose qu'on croyait impossible. Écoutez bien, c'est pas croyable. Samedi soir, pendant toute la durée de la finale, excusez-moi, je suis ému. Samedi soir, disais-je, pendant toute la durée de la finale, les enfants n'ont pas regardé une seule fois leur téléphone. Il faut dire que de la même façon que les taureaux s'ennuyaient le dimanche, comme disait Brel, les enfants s'ennuyaient devant les matchs le dimanche, les matchs du ventre mou, de Ligue 1. Au fur et à mesure des années, ils avaient peu à peu perdu le goût du foot. Ils regardaient plus que les buts, les actions spectaculaires, et comme la fonction crée l'organe, ils avaient perdu toute capacité de concentration, ne consommant que des flashs de foot.
Mais comment leur en vouloir de scroller sur Tic-Tac plutôt que de s'infliger ces purges du dimanche après-midi avec les commentaires de DAZN aussi ineptes que le jeu mis en place par de vieux entraîneurs dépassés? Comment leur en vouloir de ne pas rester concentrés pendant les 90 minutes d'un Nantes-Angers où les deux entraîneurs ont mis un bus en place, ce qui est complètement con, parce que du coup, il ne se passe rien au milieu, évidemment. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'école Comboiré. Un bus et un sprinter, c'est-à-dire tout le monde en défense. C'est pour ça qu'il n'y a personne au milieu, ils jouent derrière. Et de toute façon, au milieu, ils font un mauvais contrôle, ils perdent le ballon, les autres repartent. Donc, un bus et un sprinter, en l'occurrence, Simone Moses. Oui. Voilà. Il faut dire qu'à Nantes, le plus technique, c'est Palois. Ça vous donne une idée. Mais on se moque de Comboiré. Mais l'école Comboiré, c'est l'école Ancelotti. C'est la même chose avec Mbappé dans le rôle de Simone Moses. Oui. C'est pareil. C'est-à-dire, voilà. Et puis Rudiger à la place de Palois. Voilà. Donc, mais les choses changent. Au Real, Xavi Alonso vient de déclarer que Mbappé et Vinicius allaient devoir faire leur part de travail défensif. Et du coup, la Coupe du Monde des clubs, qu'on pensait être une compétition en carton, prend un certain intérêt, parce que je voudrais bien voir Mbappé revenir de l'autre côté de la ligne médiane et faire revenir en défense, faire un pressing. On n'a pas l'habitude, et lui, ça va lui faire drôle aussi. Par contre, pour l'équipe de France, vous affolez pas. Deschamps va rien changer. Faut pas déconner. Des fois que ça contrarie Mbappé. Donc, au lieu de mettre en place un jeu à la PSG, puisqu'il a les meilleurs joueurs du monde pour le faire, avec en plus Cherki et Olysée. Oui. Vous imaginez, on peut rêver avec une attaque douée Dembélé, Mbappé et deux offensifs, Cherki et Olysée, parce qu'avec le jeu mis en place par Luis Enrique, les mecs qui défendent, s'ils défendent. Jeudi, donc, l'équipe de France sera là et on va passer donc d'une équipe Luis Enrique à Deschamps. Préparez-vous à une descente d'organes. Parce que c'est l'Espagne et pas la France qui, jeudi, jouera comme le PSG. Alors, les enfants regarderont à nouveau leur téléphone pendant les matchs. Bel édito. Alors, les amis, je vais vous poser une question en un mot. Comment vous résumeriez cette finale? Tiens, Guy. Renaissance. Majid. Non, attends. Renaissance. Petite explication. Renaissance du football total qu'on a connu avec Cruyff, qu'on a connu avec ses successeurs et qui commence à prendre avec Nagelsmann, avec même De Zerbi à l'OM, avec toute une catégorie de jeunes entraîneurs, l'entraîneur de Liverpool dont j'ai oublié le nom, le Hollandais, etc. Xabi Alonso au Real. Et donc voilà, c'est la renaissance et toute la presse étrangère a été unanime pour reconnaître qu'au-delà de la victoire du PSG, ils en ont rien à foutre. Nous on a fêté, on est supporters, mais eux ils ont fait l'éloge de l'équipe du PSG au même niveau qu'il faisait la critique de l'ennui de l'équipe de France quand on a été champion du monde ou finaliste. Ou finaliste. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool. Comment? Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Moi, ça serait résilience. Car après tant d'années de galères et de combats, le PSG... Emmanuel. Je vais pas être très original, mais historique. Ah oui, historique, oui. Puissance. Ouh, c'est beau. Quentin. Perfection. Je pense que Paris a fait le match presque parfait. Maxime. Moi, je dirais à sens unique. Ah oui, et moi je vous aurais dit incroyable. Parce que qui ici aurait misé pour un 5-0 au Paris avant le match? Et surtout sur cette qualité de jeu. Surtout sur cette qualité de jeu. C'est ça qui est étonnant. C'est la manière. C'est la manière, c'est ce qu'ils ont mis en place. On a charrié Luis Enrique pendant des mois, on attendait. Alors, on a été critique ici, il faut le reconnaître aussi. Oui, mais et quand il disait qu'il n'avait pas besoin de Mbappé reste un joueur, mais hors du commun, fantastique, mais qui avait évidemment pas sa place. Et je me demande comment Deschamps va s'en sortir. De toute façon, Deschamps, il a peur de Mbappé. Donc là, on lui a dit, est-ce que Dembélé mérite le ballon d'or? Il a dit Bambé, puis il a regardé Mbappé, tu vois, en tremblant. Donc voilà, non, faut pas déconner. Donc c'est comme ça. Surtout Philippe, en fait, cette finale, elle est unique dans l'histoire de la Ligue des Champions parce que on réfléchissait, on se disait à quel moment on a vu une finale avec autant de déséquilibre. Moi, il y en a une qui m'est revenue. C'est 2011, le Barça United, où il y a que 3-1 en termes de score. Alors moi, il y en a une autre, Milan AC Barça 94, 4-0.
C'est le score, mais moi Philippe, l'Inter. C'est l'Ajax, justement. Ajax-Inter 72-0. Philippe, moi, c'est pas le score tant que ça, c'est l'impression laissée et le fait d'écraser son adversaire. Le Barça qui bat United 3-1 en 2011, Ferguson a dit c'est la plus grande leçon de football que j'ai pris. La 70e minute, il s'assied sur son banc et il dit à ses assistants, les gars, on a perdu, on profite maintenant. Il dit dans son autobiographie. Et je trouve que c'est, moi, dans l'impression laissée de surpuissance d'une équipe face à une autre, et à cette époque-là, United, c'était la deuxième meilleure équipe du monde après le Barça. Là, c'est vrai quand même qu'on a senti une Inter. Elvin aura le temps de nous en parler de cette Inter. Pourquoi on l'a eu aussi faible en finale? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a un contre-coup après le Barça? Mais il y avait une adversité quand même faible. Et c'est évidemment dû à la supériorité du PSG, à ce qu'a mis en place Luis Enrique. Mais il y a quand même une équipe de l'Inter qu'on n'attendait sans doute pas à un niveau aussi faible. Et c'est dû à deux systèmes. Un système qui prend le pas sur l'autre. C'est pour ça qu'elle est très vieille, cette finale de 72. Mais c'était le Catenaccio, à l'époque de l'Inter, qui a été mis en pièces par le football total de l'Ajax. Majid. Ouais, non, c'est vrai que ça a été un match à sens unique. Le PSG a fait le match parfait, pour moi, vraiment, totalement. C'est même parfois incompréhensible. Ah oui. Quand on voit Di Marco errer et bêter comme ça, il se balade dans sa surface, il est seul. La manière dont il couvre leur jeu, etc. En plus, sur le premier but de Hakimi. Non, c'est vrai que pour moi, ça a été un match parfait dans la manière. Et pareil que toi, Emmanuel, c'est vrai que moi, il m'a fait largement penser à ce fameux 3-1 en 2011, où même s'il y a eu du répondant du côté de United, la manière, le fait d'être injouable en fait. Et les stats sont les mêmes en fait. Quand tu regardes dans les proportions, c'était les mêmes stats. Et c'était Guardiola en plus. Tu commentes le foot italien sur l'équipe. Qu'en ont dit les médias italiens? Parce que c'était quand même un des clubs légendaires italiens. C'est le plus titré en Coupe des Champions, Ligue des Champions. Derrière le Milan AC, ils ont gagné plus que la Juve. Désolé d'être désagréable avec toi, c'est 3-2. Non, mais j'étais impressionné par ce PSG, mais pas depuis la finale, hein, depuis on va dire Liverpool, depuis Liverpool en Italie, on parle. Ouais, même, je vais dire depuis Liverpool parce que contre City, c'était pas encore ce PSG là, même s'il y avait une réaction, mais surtout c'est Désiré Doué qui a fait la une de toutes les unes en Italie. C'était impressionnant. Mais la puissance, pourquoi j'ai dit puissance, c'est qu'en Italie c'est le mot qui a été utilisé, la puissance de ce PSG qui n'a absolument rien laissé à l'Inter. Ça a été impressionnant. On a été habitué d'ailleurs à voir, je prenais le Milan AC Barcelone de 94 où ils avaient le Barça de Cruyff, où il y avait quand même Stoichkov, Romario, Beguiri, Stein, Koeman, etc. qui prend 4-0 en finale alors qu'ils étaient favoris. C'était énorme. Et moi, c'est un autre match du Milan AC, parce que le Milan AC a quand même été assez spécialiste pour écraser 89. Je mets pas le 4-0 contre le Steaua en finale, parce qu'il y avait pas, c'était tellement déséquilibré. Mais quand ils mettent 5-0 au Real Madrid en demi-finale, c'est pareil, c'est quelque chose de stratosphérique. Si on veut parler du club italien, plus récemment, il y a eu la Juve contre le Real Madrid en 2017, le Real de Zidane, où il y a le 4-1 en deuxième mi-temps. Le Real mange complètement la Juve. C'était impressionnant. C'est le dernier match où j'ai eu cette sensation où un club italien ne pouvait rien faire face à une équipe, c'était ce fameux Real. Moi, ce qui est fou, c'est que je trouve vraiment, excuse-moi Guy, je trouve que le PSG n'a pas levé le pied en fait. C'est que à la 80e minute, on voit un retour défensif de Kvara. De Kvara sur le côté gauche, qui est impressionnant. Et c'est tellement symbolique du jeu de Luis Enrique d'aujourd'hui, donc c'est incroyable. Jusqu'au boutiste. Allez, on continue à parler de cette finale extraordinaire et on va retrouver dans quelques instants un supporter parisien qui a fait le voyage en voiture de Paris à Munich. C'est Stéphane qu'on va retrouver. Je sais pas s'il a encore de la voix, mais j'en suis pas certain. Mais en radio, c'est quand même mieux d'en avoir un peu. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix du foot. Et retour des vraies voix du foot, ils sont tous là ce soir. Guy Carlier, Emmanuel Galasso, évidemment Maxime Sénat. Il y a même Giorgio, le fils maudit. Avec des présents plein les bras. Quentin Fredon, Majid Deimad, community manager du meilleur du PSG, et Elvin De Fazio, commentateur de la Serie A pour l'équipe et correspondant pour 90 minutes. Et on a avec nous Stéphane, supporter du PSG. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Alors, tu as fait 1700 et quelques kilomètres aller-retour pour aller voir Aucun Regret. C'était comment l'ambiance? Ça s'est passé comment là-bas? C'était dingue, c'était vraiment dingue. On a eu peur parce qu'on est arrivé le vendredi soir et il y avait beaucoup d'Italiens dans le centre de Munich, donc on s'est dit on va être en infériorité, et puis au stade on les a éteints complètement. Ah, on a entendu que vous. Ah oui. Les 20 000 supporters du PSG n'ont pas arrêté de chanter. J'ai vu dans les yeux de certains Italiens, parce qu'on était un peu mélangés, un peu de surprise sur les Ultras. Les Ultras ont fait un boulot incroyable. Il y avait une ambiance
Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Alors j'ai 2 filles, donc je vais dire que c'est le 3e plus beau jour de ma vie. Bah oui. Dans quel ordre? Mais c'était c'est gravé à jamais dans ma mémoire. C'était un moment pour un supporter du PSG depuis ma plus tendre enfance. C'était vraiment voilà, c'était extraordinaire. Tu as utilisé, Majid, vous avez tous la parole évidemment, et toi aussi Stéphane, le mot résilience. Quand on a vécu tout ce qu'a vécu le PSG, la main en boîte Kimpembe après avoir gagné Old Trafford, penalty bidon, ils se font éliminer. La remontada qui, vu l'arbitrage, est toujours appelée la sodomizada et tutti quanti. Est-ce que quelque part, on s'est pas dit, on rêve en voyant ça? Ouais, totalement. Majid. C'est vrai qu'après de nombreuses désillusions, humiliations, même nombreuses, oui. Ouais. Le quart de finale perdu à Bernabéu avec une grosse cagade de Donnarumma et qui a été impeccable cette année, etc. Ah oui, bien sûr. Jusqu'à même croire qu'on était maudits à un moment. Hein. C'est vrai que c'était vraiment, on était au-delà de l'irrationnel quelquefois. Donc là, c'est vraiment, on se sent vraiment beaucoup plus léger depuis le sacre du PSG. Hein. Non, mais ce qui est pour revenir à l'ambiance, quand tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes, ça aide à se chauffer, à éteindre les adversaires quand même. Mais c'est vrai que ce qui a été surprenant, c'est que cette équipe de l'Inter, on va revenir avec notre auditeur sur l'ambiance dans Stéphane, mais sur le terrain, elle a semblé démunie. Il semblait ne pas y avoir de plan B en fait. Et c'est ce qu'on avait fait on en avait parlé dans l'émission la semaine dernière juste avant le match. On disait Enrique paraît avoir 3-4 options de plan de jeu devant lui. Une seule a suffi. Et une seule, non, pas tant que ça, parce que pour moi, il a joué en bloc médian, il était attendu en bloc haut pour se faire contrer, et il a été suffisamment malin. Tellement bas d'entrée de jeu aussi. Il a été suffisamment malin pour être dans un bloc médian, donc pas se jeter dans la gueule du loup et pas jouer trop bas non plus. Donc ce qui fait que lui, il était entre 2 options. À tout moment, il pouvait s'ajuster, monter ou descendre. Alors il n'a pas eu besoin de changer entre les demi-temps. Il n'a pas eu besoin de changer. Vu qu'il a des joueurs qui ont une telle qualité individuelle qui jouent en transition. Même si c'est pas le jeu du PSG, ils marquent la moitié de leur but en transition. Tu vois. Mais il n'y a pas eu de match parce qu'il n'y avait pas eu de réponse d'Inzaghi à Enrique pour moi. T'es d'accord avec ça, toi qui étais au stade, Stéphane? Oui, tout à fait. Et puis, en fait, la chance d'être au stade, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voit pas à la télévision. J'ai vu les défenseurs de l'Inter de Milan faire des grands gestes, tout le temps en train de chercher des solutions, et le nombre de passes en retrait qu'on a vu de l'Inter de Milan, c'était incroyable. Ils n'arrivaient pas à jouer vers l'avant. Et il n'y avait que des longs ballons vers Thuram ou vers Lautaro Martinez. Il n'y avait que ça en fait. Il y a des photos spectaculaires de Dembélé dans une espèce de position d'affût face à Sommer pour empêcher faire le pressing sur le gardien, pour pas qu'il fasse ses relances sur ces deux, à la nantaise, sur Thuram et Lautaro Martinez. Voilà. Et là, c'est là qu'ils ont gagné le match. Je voudrais vous poser une question à tous en général. Quand une équipe gagne des Coupes d'Europe ou une grande Coupe d'Europe comme ça, ou une grande Coupe du Monde, on dit c'était la paire d'attaquants, je sais pas, Gullit, Van Basten, Shevchenko, Inzaghi, Eto'o, Messi ou Eto'o, Suarez. J'ai l'impression que les 2 joueurs qui ont vraiment marqué, c'est les latéraux Hakimi et Nuno Mendes depuis le début de la saison, plus tout le collectif. Est-ce que vous avez dans votre mémoire une équipe où les latéraux ont joué en tel rôle? Le Real, le Real de Marcelo, etc. Tu peux pas dire ça parce que tu demandes autour de la table. Je suis sûr que chacun a 2 joueurs du PSG qui vont dire moi c'est Joao Neves et machin. Tu vois, regarde le boulot de Vitinha sur le but. Mais quand on voit le nombre de buts qui ont été marqués par les latéraux, je pense que même à l'époque où tu avais le Brésil avec Cafu, Roberto Carlos qui n'était pas manchot devant le but et même en coup de pied arrêté, j'ai jamais vu autant de latéraux marquer des buts en Ligue des Champions. Guy, il a raison. C'est-à-dire que c'est un collectif. Et nous, certains vont parler de Dembélé, Doué et autres. Moi, les 2 que je cite en premier, c'est Vitinha et Neves, voire même Pacho. Tu vois, en fait, c'est une force collective qui est dégagée. Donc moi, sincèrement, j'axerai pas sur un secteur de jeu ou sur un joueur plus qu'un autre, parce que vraiment, pour moi, il y a une sensation de force collective qui sort de ce club qui éteint les individualités, même si Dembélé, évidemment, on parle plus de Dembélé parce que c'est le meneur d'attaque, mais pour moi, c'est collectif. Et puis le PSG
a joué une équipe dont les points forts, c'est les pistons. Di Marco Dumfries, en plus des points forts. Luis Enrique, il a quasiment ils tout. Ils ont étouffé. Mais ça a été impressionnant. Ça a été ils ont été étouffés justement par Hakimi et par Kvara, par les attaquants. Et les attaquants aussi. Le repli de Kvara, énorme. C'est là où a souffert le Barça, notamment lors de match aller-retour. Ce que tu vois en Serie A, Elvin, je pense que tu vas le confirmer, c'est que cet Inter-là, les Di Marco Dumfries, c'est avant tout des bons contre-attaquants et ils jouent face à des blocs plutôt bas en général qui disent oh là là, on joue face à l'Inter, on va être plutôt soft. Comme alors qu'on joue le PSG en France. Exactement, non mais le comparatif est bon avec Nuno Mendes et Hakimi qui sont des meilleurs contre-attaquants que des purs défenseurs et donc quand ces joueurs-là sont dans une attitude offensive, forcément c'est là qu'ils sont tranchants et Di Marco et Dumfries, contrairement à ceux dont ils sont habitués en Serie A, ben là ils sont réduits à des rôles de purs défenseurs et c'est pas leur qualité première, c'est sûr. Stéphane, toi qui es abonné au PSG, toi qui as connu Apoula Edel et Pancrate, c'est dire d'où tu viens. Et Janowski et c'est dire d'où tu viens. Et du monde. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Non, en fait, moi, Guicardi tout à l'heure parlait de Johan Cruyff et du football total. Oui. Et moi, cette équipe, elle me fait penser un peu à l'Ajax de 95. Ah oui. Avec Sidorf, Edgar David, Liesmanen, Overmars, Reisiger. Bien sûr. Exactement. Et en fait, on ressort qu'un collectif. Il n'y a que des très forts, des jeunes joueurs. Et moi, c'est vrai que le football moderne, les latéraux, c'est vrai que Hakimi qui marque en quart, en demi, en finale, c'est assez exceptionnel. C'est énorme, c'est jamais vu pour un latéral, je pense. C'est vrai qu'on parle d'Ousmane pour le Ballon d'Or. Moi, j'ai trouvé qu'Hakimi aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on ne donne pas beaucoup à un latéral, mais ça a quand même été un joueur. Je crois que c'est jamais arrivé à un latéral. Un défenseur central, il y a eu Zammer, il y a eu Cannavaro, il y a eu Beckenbauer 2 fois, mais je crois que jamais un latéral n'a eu le Ballon d'Or. Mais sur la question moi je suis pas d'accord pour le coup. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ce style de jeu du PSG n'est pas identifiable. C'est un style de jeu, c'est une pieuvre qui s'adapte pendant le match, alors que l'Ajax de 95, le Barça de Guardiola ou l'Ajax ou le Barça de Cruyff, exactement, de Saki, c'est des footballs très identifiables qui ont un style très fort que les adversaires à ces différentes périodes du football ont mis du temps à décrypter. Ce football d'Enrique, c'est justement en ça qu'il est moderne, pour revenir à ce que disait Guy tout à l'heure, c'est que c'est un football qui s'adapte à l'adversaire et qui a 2 ou 3 manières de dominer son adversaire. Majid. Non, c'est vrai que... Attends, oui, Stéphane. Vas-y, Stéphane. Il y a surtout du dépassement de fonction, en fait. C'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui prennent des positions qui ne sont pas celles standards, en fait, et ils bougent beaucoup. Donc c'est ça qui est un peu incroyable avec cette équipe. Ouais, tu l'as très bien dit, Philippe. C'est vrai que c'est un ovni en fait dans le football d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y aura vraiment un avant, un après ce PSG-là, parce que c'est vraiment un mélange de transition, sauf quelquefois c'est un jeu de position, et en plus tu rajoutes à ça la pression exercée par tous les joueurs. Donc c'est vraiment c'est sensationnel. Je voudrais revenir juste sur Dembélé. Quand tu regardes à nouveau le match, et quand tu regardes spécifiquement ce qu'a fait Dembélé, qui n'était pas spectaculaire, qui était volontairement, notamment la talonnade, enfin toutes ces choses, ça c'était spectaculaire. Sur le mais pour le reste, il jouait comme jouent les mecs au football américain. Ça y est, j'ai oublié le nom. Le quarterback. Il était au cœur du jeu. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'était presque un deuxième Vitinha plus offensif, tu vois. Et donc il a accepté la discrétion. Il a accepté de bouffer son ego. Souviens-toi, ça a été chaud à Arsenal, etc. Au départ. Arsenal pendant la phase de poule, pendant les phases de poule, bien sûr. Pas le demi-finale. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure juste là-dessus, sur le point de bascule, pour moi, c'est pas Liverpool, c'est la deuxième mi-temps de Manchester. Et la première aussi. Parce qu'à la première, ils devaient gagner, ils mettent 20 tirs. Ils sont la première mi-temps de Manchester, c'est leur match de Munich. Oui, Manu. Non, je suis d'accord avec Guy sur le constat. Pour le coup. Non, mais moi j'avais une question à poser, parce que Guy a été quand même assez désagréable avec notre ami Stéphane. Il n'y a pas eu que Pancrate et Janowski, il y a quand même eu un grand qui s'appelait Djorkaeff. Non, mais je te chambre. Toi qui t'occupes du football italien, Elvin, je me rappelle que Djorkaeff, quand il était parti justement à l'Inter, avait dit il y a 2 choses qu'on bouffe tous les jours en Italie, des pâtes et de la tactique. Mais c'est vrai, c'est une phrase qu'avait dit Djorkaeff, et il arrivait du PSG. Et est-ce qu'on a parlé, parce que l'Italie c'est vraiment le pays de la tactique footballistique, est-ce qu'on en a parlé dans les médias italiens? Mais bien sûr, mais Manu avait totalement raison selon moi, c'est-à-dire que le PSG c'est une équipe qui n'a pas de vrai style, ils sont capables de jouer dans différents systèmes, le danger peut venir de partout. Le système d'Inzaghi c'est 3-5-2 ou rien, et on l'a vu, très très limité, c'est-à-dire que déjà structurellement il y a peu de joueurs sur le banc qui sont capables de faire la différence, mais tu bloques les pistons et tu as un milieu un peu densifié, ça fait très mal à l'Inter. Et la vraie différence entre l'Inter et le PSG, c'est qu'il n'y a pas eu de plan B.
Et le plan B côté PSG, c'est que le danger peut venir de tous les côtés. Donc c'est là où il y a la limite des clubs italiens depuis quelques années. Oui. C'est que tactiquement, c'est de plus en plus frileux. Ou alors à l'époque c'était le point fort des équipes italiennes. Aujourd'hui c'est plus forcément le cas. Et pour rebondir sur ce que dit Elvin, je pense pas que Paris ait beaucoup plus de profondeur de banc que l'Inter, mais la différence c'est que la moyenne d'âge est de 24 ans, l'Inter elle est de 30 ans même. 30 ans, à l'Inter. Ouais, 30 donc ans. si tu veux, dans un football aujourd'hui où tu cours 2 ou 3 km de plus par joueur qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est évidemment important. Quand tu arrives à la fin d'une saison où l'Inter a bataillé pour le titre, perd le titre une semaine avant. Ils ont une saison à la Leeds United 75. Donc en fait, t'as la partie psychologique. Exactement. T'as la partie psychologique où l'Inter peut tout perdre sur cette finale de Ligue des Champions parce qu'ils ont déjà perdu le titre, et t'as la partie physique où ils sont arrachés jusqu'à la dernière journée, contrairement au PSG, et il n'y a pas de profondeur de banc pour faire souffler les cadres. Guy, ouais. On va pas discuter sur le sexe des anges pour savoir s'il y a une identité de jeu, etc. Ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a un travail phénoménal à l'entraînement. C'est que quand un mec récupère la balle, tu as 2 options pour lui, tu as toujours 2 joueurs, ça bouge sans arrêt. C'est une partie d'échec avec la reine en face qui était l'Inter en échec. Là, le mec il bouge n'importe quel pion, il y a échec. Je vais bouger ça, échec. Et à la fin, échec et mat avec le but. Ah, mais extraordinaire. On parlait justement, Stéphane, toi qui as suivi le PSG toute la saison, est-ce que la transformation majeure, c'est quand même pas Dembélé qui tuait 2 mouettes et 3 pigeons à chaque séance d'entraînement et qui maintenant, il a dû faire un travail individuel de dingue. A priori, il a fait un travail individuel de dingue qui est devenu à la fois, comme l'a dit Guy, une sangsue pour Sommer samedi soir dernier, et en même temps un serial buteur et en plus un bon passeur. Oui, de toute façon, il a dit qu'il avait énormément travaillé devant le but. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une connexion entre lui et Luis Enrique. Ils ont eu un peu de mal au début, et après, je pense qu'il y a eu des grosses discussions, et Dembélé a vu qu'il n'avait pas le choix de se mettre dans le système de Luis Enrique, et c'est vrai que le repositionnement de Dembélé est une invention pour moi d'Enrique. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et c'est dingue. Moi, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Dembélé, mais il a eu toujours le sens du collectif, Dembélé. C'est ça, c'est que malgré là, c'est à son honneur. Hein. C'est à son honneur d'avoir accepté ces sacrifices-là, parce que ça en valait la peine. Merci beaucoup, Stéphane. T'as bien récupéré là, c'est bon? Ouais, très bien. Et juste pour le petit symbole, je voudrais dire quand même que Enrique, c'est l'homme de la remontada, et c'est l'homme qui nous a donné la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis ici c'est Paris, comme dirait le proverbe. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec un autre supporter du PSG, Antoine, et on va continuer à parler là du parcours du Paris Saint-Germain, parce qu'il n'y a pas eu que cette finale. Restez bien avec nous, les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot, et on a toute une bande ce soir pour cette émission spéciale. Bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna, Quentin Fredon. On a avec nous également Majid Deimat, community manager du meilleur du PSG, et Elvin De Fazio, commentateur de la Serie A pour l'équipe et correspondant pour 90 minutes. Tout de suite, c'est l'édito, Emmanuel. Alors, quel a été pour toi le moment clé du parcours du PSG en Ligue des Champions ? Alors pour moi, il y a eu 2 PSG cette année en Ligue des Champions. Un premier PSG poussif sur la fameuse phase de Ligue qui a même frôlé l'élimination. On a tendance à l'oublier. Et un second PSG éblouissant à partir des matchs à élimination directe. Et le moment de bascule entre ces 2 PSG, ça a été le match face à Manchester City, mené 2-0 jusqu'à quasiment l'heure de jeu. On a un PSG qui s'est réinventé, qui s'est sublimé, un collectif qui s'est créé à ce moment-là, et un collectif qui s'est transformé en rouleau compresseur au fur et à mesure des matchs jusqu'à l'apothéose et cette victoire 5-0 en finale écrasante face à l'Inter. Maintenant, le plus dur commence, j'ai envie de dire, pour le PSG. Une fois que tu rentres dans la cour des grands, le plus dur c'est d'y rester. Il va falloir de la continuité. Là, le mercato a ouvert ses portes il y a quelques jours. Donc il va falloir que le PSG fasse du réajustement, soit dans une continuité douce et pas dans une rupture, et surtout ne cède pas à la folie des grandeurs, comme ça a pu être le cas ces dernières saisons avec Nasser. Et j'aimerais aussi que ce trophée glané par Paris crée un cercle vertueux pour nos clubs de Ligue 1. Quand je vois que l'armoire à trophées de notre championnat est désespérément vide pour ce qui est de l'Europa League et de la Conference League, je pense que ça devrait motiver quelques clubs, et dès la saison prochaine, on va tous être très exigeants avec les 7 clubs français qui sont engagés dans les différentes Coupes d'Europe. Merci, toujours excellent édito, Emmanuel. On a Antoine, supporter parisien. Salut Antoine. Salut l'équipe. Salut. Alors, Salut Antoine. Toi, t'étais pas à Munich ?
Et non, pas assez de réseau. Bon, bah, au revoir. Salut Antoine. Bon, Stéphane, reviens. Qu'est-ce que tu penses de l'édito de Manu? Tout le monde dit la même chose. Le changement, c'est 53e minute, Manchester City. C'est-à-dire quand City marque le deuxième but. Moi, je croyais que le changement, c'était maintenant. Oh là là. Non, je suis d'accord. City, c'est vraiment le match clé. Et même pour voir un peu plus loin, je pense quand même le retour à Aston Villa. À une époque pas très lointaine, on se fait remonter. Sauf que là, il y a un énorme gardien, un énorme niveau. T'as raison, c'est vrai. Et entre parenthèses, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'impasse sur Liverpool, mais quand même Liverpool, quand ils ont perdu à domicile 1-0, en ayant hyper dominé sur un but en fin de match, moi je sais pas, on se disait tous dans l'émission d'après, on y croyait. Mais juste Philippe, pour rebondir sur ce que dit Antoine, c'est intéressant parce que je fais le pont entre vous deux. Liverpool, pour moi, c'est la confirmation de la promesse de Manchester City. Aston Villa, à l'aller, bon, on dit c'est normal. Mais à l'extérieur, parce que la gagne, il faut la chercher dehors. Justement, le PSG sur le match à domicile à Villa, la logique est respectée. On se dit bon, ben ils sont favoris, donc ils tiennent leur rang. Mais là où Antoine a totalement raison, c'est que ce match retour, où on sent que ça bascule, on sent que les certitudes s'envolent, et là tout le monde, faut être honnête, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on n'a pas vu le PSG trop beau, et est-ce qu'en fait ils retombent pas dans leur travers? Et là en fait le PSG qui après avoir appris à dominer, apprend à subir et ne pas perdre, oula, quand tu sors de là, tu te dis ça commence à être solide quand même. Ils savent jouer les deux football, quoi. Majid. Ouais, c'est vrai que le parcours du PSG, finalement, je trouve qu'ils ont un peu tout connu. Que ce soit justement de la remontée du 2-0 contre City, le match retour contre Liverpool. Donc là, ils ont appris à défendre pendant 120 minutes, ils n'ont pas pris de but à Anfield quand même. Et ensuite à Aston Villa. Et je te coupe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui n'ont pas pris de but à Anfield de cette saison parce qu'ils ont quand même fini champion d'Angleterre. Et en plus, après, à Aston Villa ou à l'extérieur, où ils ont un peu tremblé, mais tu as l'impression qu'ils ont vaincu un peu quelque part leur vieux démon. Oui, Guy. Moi, je suis d'accord sur Manchester et je suis désolé d'en avoir parlé si j'avais su. On aime bien se surprendre pendant l'émission. On est tout à fait d'accord. Les grands esprits se rencontrent. Je suis d'accord aussi pour dire qu'on a eu un PSG peut-être pas poussif en première partie en phase de poule, mais je dirais que totalement inefficace. Souvenez-vous, ils avaient des occasions déjà. On disait merde, avec toutes ces occasions, ils n'arrivent pas à marquer, ils font un nul à la con, etc. contre des équipes de second ordre. Et effectivement, ça s'est accentué contre Manchester. Et il a raison, c'est là le déclic, c'est-à-dire qu'ils font une première mi-temps comme les autres, les précédents matchs, avec plein d'occasions, mais alors sublimées, c'est-à-dire 25 occasions, comme tu dis, et pas de but, et ils en prennent deux entre la 50 et la 53e. Et là, tu as une équipe qui naît. Il a raison, c'est à ce moment-là, à la 53e, que le PSG... Et là, il ne pouvait rien leur arriver. Et Aston Villa, c'est un début de presque suffisance, c'est-à-dire que déjà quand on a dit après Manchester City, Liverpool, Aston Villa, c'est bon quoi. Déjà tout, nous on se disait ça. Donc eux ils on pensait déjà Arsenal. Et il y a eu l'aller. Et au retour, ils ont été surpris. Ils étaient pas habitués à être ballottés comme ça. Ils ont eu un trou d'air et ils ont passé ce truc-là. Et ça c'est pur produit. Ça c'est pur produit. Mais la force du PSG contre Liverpool, moi ça m'a surpris. C'est-à-dire que tu arrives à perdre au match aller en dominant totalement le match. Et en fin de match. Et le lendemain, tout le monde était quasiment unanime, le PSG va passer. C'est ce qu'il y a dingue. Alors que quand on perdait contre Liverpool, en club anglais, il y a ne serait-ce que quelques années, on se serait dit, bon, l'affaire elle est emballée, on prend 3-0 là-bas et c'est plié. Exactement. Et ça montre à quel point ce PSG-là, déjà à ce moment-là, commençait à impressionner. Parce qu'on parlait quand même du futur champion d'Angleterre. Et après, ensuite, il y a eu Aston Villa, où d'ailleurs ce PSG là, le PSG d'il y a quelques temps n'aurait jamais gagné le match au Villa Park avec la pression qu'il y avait. Ils ont su gérer le moment. Alors il y a eu, il y a certains, ça a tangué. Il y a eu un peu de peur, etc. Mais ce PSG a même démontré la force de caractère dans les moments de souffrance. J'ai une question pour Antoine. Vas-y. En tant que supporter du PSG, quel est le moment... Pourquoi n'es-tu pas allé à Munich? Parce que, écoute, Guy Carrier n'a pas voulu lui offrir une place. Non, Antoine, en tant que supporter, j'imagine de longue date du PSG. Quel est le doublé le plus fort en termes d'émotion, Amara Diané ou de Désiré Doué? Le but à Sochaux, il est important. Oui, qui sauve le club de la Ligue 2. Est-ce que la joie de se maintenir est plus forte que la joie du titre? Non, la joie du titre est quand même au-dessus, parce que là on était vraiment en perte à l'époque et c'était du stress permanent. Là c'est vraiment l'apothéose. Et c'est différent. Les deux. Bon, une autre question, Antoine. Avec le recul,
Qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Paul Le Guen, entraîneur du PSG, qui dit pour le mercato, avec l'arrivée de Digard et de Bourillon, je crois qu'on est bien. Et je pense à un autre à qui on proposait un certain Roberto Carlos qui jouait au Brésil et qui répond non, c'est bon, on a Colter. Ça aussi, on l'avait eu. On a quand même eu Neymar et Marquinhos à une époque où on avait Sousa et Everton. Donc bon. C'est vrai. Il y a plusieurs Brésil dans le Brésil, en fait, on s'en rend compte. La remarque, là, on n'est pas loin avec Beraldo et celui qui joue à Reims. J'ai même oublié le nom. Mais Beraldo, il est quand même international brésilien. Oui. Puis à la fin, puis on l'aime. Il est dans le groupe, on l'aime. Il a vraiment une licence de footballeur. On a eu peur quand on a vu que Marquinhos allait sortir et qu'il allait rentrer. Et Hernandez, il y avait un doublé. Oh là là, il y avait un doublé magnifique. J'ai pensé à toi, Guy, à ce moment-là. Une question à tous. Tu le disais, cette équipe, elle a 24 ans de moyenne d'âge. On faisait le comparatif avec l'Ajax 95 qui s'est fait dévaliser parce que c'était au moment de l'arrêt Bosman qui venait de tomber. Et en se faisant dévaliser, ils perdent quand même en finale la saison suivante contre la Juve en 96 à Rome, te rappelles peut-être, avec Schotten qui avait raté le dernier tir au but pour l'Ajax. Le PSG avec le Qatar derrière, il va pas se faire dépouiller comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une équipe qui, comme le Barça ou le Real, s'installe dans la durée, dans le top 2 de la Ligue des Champions? Majid. Ah ouais, totalement. On peut vraiment espérer que le PSG s'impose et domine sur l'Europe pour les prochaines années. Hein. De toute manière, ils ont toutes les ressources financières, même au niveau du projet, etc. Donc pour moi, c'est possible de les garder et c'est possible de viser encore plus loin. En plus que là, maintenant, l'épée de Damoclès, cette fameuse Ligue des Champions qui était au-dessus des têtes de tout le monde, elle a un peu retiré. Donc là, tout le monde se sent un peu plus léger. Donc et puis, c'est-à-dire que maintenant, le statut du PSG a changé. Et les mecs viennent plus. Tu n'auras plus un Messi qui viendra en pré-retraite. Ça sera plus la Norwich. PSG sera plus la Norwich Union des joueurs en pré-retraite. Non, mais tu comprends. Et c'est-à-dire que les mecs ça sera prestigieux pour eux de venir au PSG. Il y a juste je pense que la plupart des joueurs vont rester. Ils n'ont aucune raison d'aller ailleurs. Sauf, alors, il y a un doute avec Donnarumma qui a dit, je pense qu'il tarde un peu à le faire, à le prolonger, parce que ça sent le chevalier dans l'air. Oui, ça c'est évident. Il sent cette pression-là. Donnarumma, s'il dit je suis pas sûr de rester, c'est qu'il sent qu'il veut des assurances pour l'avenir. Et qu'il veut une prolongation peut-être plus solide aussi financièrement. Donc, à part des ajustements comme ça, enfin c'est pas un ajustement Donnarumma, mais je veux dire, si c'est chevalier, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Et puis voilà, c'est la vie du foot, quoi. Mais pour le reste, ils seront pas dépouillés. Et surtout, sois rassuré, Manu, il n'y aura pas une politique bling-bling maintenant. Ils ne vont pas revenir. Nasser n'est pas fou, il ne va pas revenir. De toute façon, Luis Enrique ne voudra pas. Non, ça c'est clair. Il a raison, sauf que c'est pour moi, tant que Luis Enrique, c'est un peu le garde-fou. Luis Enrique. Le jour où Luis Enrique partira, ce club, il a 55 ans. C'est pas vous que je vais apprendre qu'il y a eu beaucoup de folklore autour de ce club, qu'on est passé par c'était le cirque à un moment donné dans ce club. Luis Campos aussi, on parle de Luis Enrique, mais t'as raison, Campos pour le sportif. Mais si Enrique, mais je veux dire, si Enrique part, c'est pas Campos qui prend le pouvoir, c'est Nasser. Donc tu vois, t'as un risque que derrière il y a un mouvement de panique. Et moi, je souhaite aux Parisiens que Enrique reste le plus longtemps parce que c'est une garantie sportive. Mais t'es pas à l'abri que ce club renoue avec son histoire de folklore aussi. Antoine veut réagir. Non, mais je suis d'accord avec Emmanuel. Moi, j'attends de voir parce que justement, là, il y avait l'effet. On était une équipe jeune cette année. C'est entre guillemets la première fois qu'on nous attend pas parce qu'on a failli sortir des phases de poule et justement avec les joueurs qu'on avait, on se disait si on l'a pas cette année, on est sur une phase de transition. Les grands noms sont partis. Le seul moment où on était vraiment au-dessus, c'est justement au retour à Aston Villa où on a marqué. Il y avait 2-0 pour nous et là, on était quasiment sûr d'être qualifiés. Où on a été hyper suffisant parce que normal, les mecs sont jeunes aussi. Enfin, évidemment, ils peuvent pas être, c'est pas des cadres quoi, tous. Donc, ça va être intéressant de voir l'après aller canaliser ces mecs-là qui l'ont gagné cette Ligue des Champions. Parce que pour moi, ça peut exploser comme on a dit, mais comme Manuel dit très bien, si Luis Enrique part. C'est une équipe en devenir, quoi. On la gagne cette année parce que le groupe y a cru. Moi, je vois à peu près, caricatural, mais je vois ça comme un club de Coupe de France qui, comme on disait tout à l'heure avec Stéphane, qui
chaque joueur à son poste voit plus haut que ses fonctions. Sauf que là, techniquement, c'est quand même très très fort à chaque ligne. Ah ouais, alors c'est pas Calais. Hein. non, mais en parlant de Calais, tu fais pas dans la dentelle. Antoine. Il n'y avait pas d'attente vraiment. Oui, mais c'est vrai, il n'y a pas de... Ils sont en avance sur le plan de marche, en fait. Ils ont un an d'avance. Et Antoine, qu'est-ce que tu penses de cette ligue, cette Coupe du Monde des clubs, qu'on considérait un peu comme une compétition en carton? Tu penses que le PSG va l'aborder comment? Je suis mitigé. J'aurais dit, moi, plutôt en dilettante, en une sorte d'espèce de fin de saison et match amicaux avant de la reprise. Ouais, ça va jaser. Mais là, vu qu'il y a une soif quand même de trophée avec Luis Enrique, il y a quelque chose quand même d'assez présent. Il y a un statut à défendre. Donc, malgré tout, je pense que ça va beaucoup tourner, bien sûr, et que dans les têtes, n'y seront pas forcément pour tout le monde, parce que le Graal a été gagné, mais on l'approche pas, comme je pensais avant, en mode match amical. Je pense que c'est un peu plus que ça. Est-ce que vous pensez, vu le jeune âge de leur effectif et les talents qu'ils ont, que les deux grandes équipes européennes à venir, c'est le Barça et le Paris Saint-Germain? Ouais, c'est possible, hein. Franchement, c'est possible. Franchement, par rapport aux autres, même par rapport au Real, qui a quand même une équipe à reconstruire, etc., comment? Oui, le PSG, c'est... À court terme, tu parles. À court terme, oui. Ouais, après Liverpool, moi je les enterre pas non plus. Non, j'ai pas dit que je les enterrais. Hein. Non. Ouais, mais j'aime bien caricaturer ce que tu dis, Philippe. Donc Manchester va commencer un nouveau cycle. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comme le Real. Le Real va vite revenir. Hein. Faut pas trop en douter non plus. Le Real, je pense que la transition va pas durer 10 ans. Ça va pas être United, le Real. Parce qu'il y en a un qui est très énervé après le match de samedi, c'est Kylian Mbappé quand même. On en a pas parlé. Le polémiste. À mon avis, il va vouloir aller la chercher la saison prochaine, Kylian. Hein. Oui, mais alors par contre, il y a du boulot à faire dans son club. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec Antoine. Alors, c'est pas pour enlever toute l'euphorie qu'il y a à l'heure actuelle à Paris, etc. Mais il faut rester calme, très calme. Pour durer sur la scène européenne parmi les meilleurs, il faut intervenir intelligemment sur le mercato. Un des principaux problèmes du PSG lors des dernières années, même si ce problème commence à se régler un petit peu. Avoir des idées de jeu, et ça, c'est acquis. Mais en tout cas, il va falloir continuer à intervenir intelligemment, c'est-à-dire arrêter d'aller donner des salaires à des joueurs qui ne le méritent pas. Attends, ça c'est terminé déjà. Souviens-toi quand Luis Enrique a dit j'ai pas besoin de Mbappé, tout le monde disait mais il est complètement fou. Alors moi je me moque pas d'Mbappé, vraiment c'est un rêve d'enfant. Il a été au Real, il est au Real pendant des années, c'est lui qui a sauvé justement par ses courses le PSG. Statut Comboiré, l'école Comboiré, tu vois, c'est lui qui a sauvé le PSG. Il y avait rien derrière, il y avait pas de fond de jeu, il y avait pas de projet. Et là maintenant il y a ça, donc il y a aucune raison d'aller offrir, de revenir au bling bling. Moi je ne crois pas une seconde comme dit Manu. Tant que Luis Enrique est là, c'est le fusil. J'ai une question pour Antoine en tant que supporter. T'attends quoi de ce mercato, que ce soit sur les départs? Est-ce que tu penses qu'il faut dégraisser un peu, et si oui, quel nom? Et pour les arrivées, quel poste privilégier? Est-ce que tu as des noms comme ça qui te viennent? Là c'est compliqué avec justement il y a pas qu'un joueur qui s'est démarqué, il y a tout le groupe, donc le bouger c'est délicat. Moi je pense justement qu'il faut faire les efforts pour garder les joueurs. Et sur le banc et les prêts tu peux jouer hein. Ouais, tu peux jouer sur ça. Voilà, il y a des mecs, comme on disait tout à l'heure, on parle de gros salaires. Par exemple, Hernandez en est un. Il y a des gens au club entre guillemets qui, même dans la rotation, ne servent pas à grand chose. Et puis il y a Asensio qui va revenir. Colomani aussi. Non, mais il faut vraiment, si Luis Enrique est dans un devenir dans le futur, il faut garder cette ossature-là pour vraiment la garder. Hein. Mais il y a quand même un poste qui a toujours fait jaser. Hein. On se rappelle les cagades de Buffon contre Manchester United. Dieu sait si Donnarumma en a fait. Et on peut dire que cette saison, le point positif, c'est que le problème des gardiens de but est passé à la trappe du côté du Paris Saint-Germain. Guy est démoralisé. Merci beaucoup Antoine. Et puis c'est l'école Jean Roucas, c'est pas l'école Comboiré. C'est Bernard Mabille. Allez, merci Antoine. Et ici c'est Paris, hein, on le sait. Allez, tout de suite on va retrouver notre ami Alexandre Corboz du But Football Club pour parler de cette demi-finale de Ligue des Nations. La première c'est demain, Allemagne-Portugal, et l'autre ce sera la revanche de la demi-finale de l'Euro il y a pile un an entre la France et l'Espagne. Restez bien avec nous, on les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot
foot et il y a toute une bande ce soir avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, évidemment Maxime Sénat qui nous a fait ce jingle fabuleux en début d'émission, un véritable podcast comme l'a dit Guy Carlier. C'est à retrouver en podcast. Quentin Fredon, et on a le plaisir d'avoir avec nous Majid Dehimad, community manager du meilleur du PSG, et Elvin De Fazio qui commentateur de la Serie A pour l'équipe et correspondant pour 90 minutes. Et maintenant c'est l'heure du But Football Club. Quand t'as cité tout le monde, c'est la fin de l'émission. Et maintenant, des infos de 21h. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Et on a le plaisir de retrouver notre ami Alexandre Corboz. Salut Alexandre. Quel est le poste d'Alexandre Corboz? Tu peux le rappeler, Philippe, s'il te plaît, pour faire long? Bah oui. Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. Voilà, c'est bien ça. C'est trop court, c'est trop court. Alors, ça va Alex? Ouais, ça va, et vous? Bah, très bien. On va parler maintenant de ce France-Espagne d'après-demain. Parce que, d'inutile de dire que ça pourrait faire un nouveau trophée dans la vitrine du football français. Et après la coupe aux grandes oreilles, on va dire qu'on se laisserait faire. Est-ce que pour toi, France-Espagne, un an après la demi-finale, quand on voit d'un côté RFA Portugal et la France-Espagne, c'est pas... oui, bah c'est encore République fédérale d'Allemagne. Hein. Oui, c'est non, encore le d'accord, on va dire l'Allemagne, d'accord. Plus personne dit RFA, c'est vrai. Mais c'est RFA quand même. Est-ce que pour toi, c'est vraiment la finale avant la lettre? Ah oui, clairement, c'était déjà les deux meilleurs effectifs à l'Euro. Oui. Ça n'a pas changé, sauf que là, la France est peut-être un petit peu plus sexy qu'à l'époque de l'Euro, avec un jeu un peu plus intéressant, on va dire, et puis des joueurs qu'on a envie de voir. Parce qu'on a déjà découvert Mickaël au lycée, et là, ça sera l'occasion d'avoir un petit nouveau que beaucoup attendaient, que beaucoup appelaient de leur vœu, c'est Ryan Cherki, et on espère que ce France-Espagne sera l'occasion de faire une petite Ribéry avec Ryan Cherki. Alors attends, on va chercher le défibrillateur pour Guy Carlier, qui quand il t'a entendu a failli faire un malaise. T'as trouvé du Libanais torsadé ou quoi? Parce que dire que l'équipe d'Espagne est moins sexy que la France sur le plan du jeu, ça me paraît... il n'a pas dit ça, il a dit que la France était plus sexy qu'au dernier Euro. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non. Parce que t'as raison sur le niveau des joueurs, par contre, là, ce qu'il a dit. Mais l'Espagne a un jeu justement sexy, c'est le jeu espagnol, la Fuente, etc. Ouais, pardon, excuse-moi pour ce contresens. J'avais pas. Je suis un peu énervé après Deschamps, vous l'avez compris. Bon, mais. Alors, la question de ce soir, c'est est-ce que Deschamps doit titulariser Cherki? Toi, qui es supporter de l'OL, tu vas dire oui. Ah bah pour moi c'est évident, et surtout encore plus du fait de la proximité de la finale de Ligue des Champions, des célébrations des joueurs du PSG, ce qui fait que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pourraient venir un peu fatigués, et je pense que c'est l'occasion justement de jouer avec les autres choix, tout simplement. Et pour moi, l'un des choix qui s'impose à Didier Deschamps, maintenant qu'il l'a sélectionné, c'est de tester Ryan Cherki sur un gros match. Tant qu'elle testait, autant le faire face à une vraie opposition pour savoir si, dans cette équipe de France, il peut jouer trouble fête. Surtout, même si jamais il y a un trophée au bout de cette Ligue des Nations, ça reste quand même un trophée très secondaire. C'est un peu champion d'Europe des matchs amicaux. Donc, on peut aller sur des tests avant, justement, les qualifications de la Coupe du Monde qui démarreront pour l'équipe de France en septembre. C'est ça, Emmanuel et Majid. Oui, et Elvin. Didier Deschamps avait eu plusieurs occasions même de faire des tests, de créer des connexions entre joueurs. Il l'a pas fait, là, il est contraint. Malheureusement, je pense que s'il avait pu s'en passer même si certains dénigrent un petit peu cette Ligue des Nations. Qui a fait Cherki en équipe de France. Totalement, et t'as aussi, là, à un moment donné, t'es obligé, les gars, ils ont fait la fête il y a 3 jours, ils ont pas dormi, si là, vraiment, tu mets Dembélé, Barcola, tu vois, tu les mets titulaires à ce moment-là. Là, ça devient grotesque. Donc oui, évidemment, il va être obligé, même avec Olysée. Moi, j'ai envie de voir la connexion Cherki-Olysée. Ça va être intéressant, parce que Cherki isolé, on sait ce qu'il vaut. Elle a été intéressante en espoir. Là, tu passes au niveau les Jeux Olympiques, on les a pas vus. On les a pas vus ensemble parce que Thierry Henry préférait un autre style de jeu quand il a pu avoir des Alex, tu passes au niveau dessus. T'affrontes l'Espagne chez Léa, c'est quand même autre chose. Et oui, moi j'attends de voir Cherki. J'attends de voir Cherki à ce niveau-là. Tu as une place à prendre, à aller chercher. Qui a passé un cap cette année. Je suis pas un grand fan de Cherki. J'ai toujours beaucoup de doutes sur sa capacité à signer dans un grand club, à s'imposer dans un grand club. Et de toute façon, s'il arrive déjà à s'imposer chez les A, ce sera un début de réponse sur ce qu'il peut faire. Ouais, c'est vrai que pour moi,
c'est le moment idéal pour aller tester Cherki. Quand on voit que j'imagine que Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué vont être mis au repos après leur finale. Donc pour moi c'est le moment idéal. Et en plus Cherki il est en ce moment en discussion avec Manchester City et Pep Guardiola. Qui en a fait sa priorité. Qui en fait sa priorité. Donc moi aussi je suis assez. Liverpool, l'entraîneur s'est déplacé à Lyon. Oui aussi. Donc c'est chaud, c'est hyper chaud Liverpool. Faut se rendre compte de la qualité du joueur. Mais oui, moi aussi je suis pressé de voir un peu la connexion Olysée et Cherki. T'es d'accord avec... Oui. En fait, c'est une demi-finale, mais c'est une finale. Parce que ça a le statut d'une finale. On va avoir pratiquement les meilleurs joueurs du monde. Et puis avec la pression du fameux truc du Ballon d'Or. Yamal. Alors voilà, il y a Yamal. Alors Mbappé, il y a plein de choses. Ce match qui finalement nous a un peu chié, la Ligue des Nations nous emmerde. Ce match, on va y trouver de l'intérêt. Et il va être déconnecté de cette finale pour les raisons que vous venez de dire, c'est-à-dire que les joueurs parisiens vont pas y participer à 100% pour des raisons de fatigue. Évidemment. Et moi, je suis totalement d'accord avec Manu sur la connexion Olysée-Cherki. J'ai envie de la voir. Là, c'est un moment où il faut tester parce que tu vas pas mettre le trio Barcola, Doué, Dembélé devant. Parce qu'ils vont être fatigués, oui, c'est clair. Exactement. Donc, c'est le moment où jamais. On a tant attendu ce moment, voir Cherki en équipe de France. Moi, je suis d'accord avec vous. Olysée, la saison qu'il a fait avec le Bayern. Et ça montre à quel point il y a quand même encore un certain vivier. On critique, on dit que la France manque de qualité. Certains disent que la France manque de qualité depuis la perte de certains joueurs. Il y a encore une jeunesse incroyable qui arrive. Alors moi je suis d'accord avec vous, Cherki devait probablement arriver en équipe de France un petit peu plus tôt, mais c'est le moment ou jamais. C'est clair. Moi je pense que Cherki il a rien à faire dans ce rassemblement. Intéressant. Je vous le dis, parce qu'il y a un Euro Espoir à jouer cet été. Oui, mais et j'ai l'impression que l'Euro Espoir on veut pas le gagner. L'Euro Espoir, les clubs n'envoient pas les joueurs. Il manque 7 ou 8 joueurs. Oui, mais parce que les dates sont pas FIFA. Pourquoi on le prend maintenant sur des matchs qui comptent? Tu peux pas le mettre en espoir alors qu'il y a 8 joueurs. Pourquoi on le laisse pas aller gagner l'Euro Espoir avec pour les raisons, mais parce qu'on s'en fout. Parce qu'on va pas jouer l'Euro Espoir alors qu'on met 8 remplaçants. C'est le mettre, c'est l'envoyer au casse-pipe. Alors, il y a Alexandre qui veut réagir, les amis. Alexandre Corboz, on t'écoute, Alexandre. Non, moi là-dessus, je pense tout simplement que Deschamps et Gérald Batic savent très bien une chose, c'est que comme Ryan Cherki va signer dans un nouveau club avant le 10 juin pour partir au Mondial des clubs, il ne pourra tout simplement pas faire l'Euro Espoir, point. Donc aujourd'hui, donc on prend les considérations de transfert à la place de l'équipe de France, quoi. Mais tous font ça. Les saisons sont tellement chargées que t'as pas le choix. Et après il y a une dernière chose, Maxime, je vais te tendre la main, Maxime. Je vais aller vers toi parce que je te sens bien loin de nous. Non, mais c'est vrai. Non, mais si on suit la communication de Deschamps, quand il ne sélectionne pas des joueurs, il a tendance à dire je les laisse pour les espoirs, pour que voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une communication de Deschamps qui va dans ce sens-là et qui peut laisser l'impression qu'il fait passer les espoirs avant. En septembre pendant les éliminatoires. Mais tu connais qu'on vienne à la base. Vous avez vu ce qui se passe avec les espoirs. Non mais bien sûr. Les clubs refusent, donc ils vont. C'est les remplaçants. Il y a pas. Tu regardes les noms, tu ne les connais pas. Donc tu vas pas envoyer Cherki là-dedans comme victime expiatoire. C'est pas Jeanne d'Arc, quoi. Donc il mérite d'être en A. Deschamps a reculé ce moment. Il y est parce que il est contraint. Il est contraint, absolument. Et donc faisons jouer Cherki. On verra d'ailleurs. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant de le voir avec Olysée, mais de le voir lui dans ce groupe. Majid veut réagir. Non, c'est vrai qu'il y a une autre contrainte aussi. Je pense que c'est la pression, parce qu'il faut savoir que tout le monde le sait, je pense, mais Ryan Cherki a la trinationalité, donc il peut postuler en Italie, en Algérie et en France. Donc je pense que de ce côté-là, ces pays-là. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un peu de pression. Je pense que de ce côté-là, l'Italie l'a contacté. Il y a eu des contacts avec l'Italie, il y a même eu beaucoup de contacts avec l'entourage du joueur, avec l'Algérie. Et l'Italie a tenté. Lui, il a affirmé le contraire. Il a été contacté, mais il a refusé. Il y a eu des contacts, mais moi je suis d'accord avec vous de tout ce que vous dites pour le moment. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a encore un intérêt de voir Ryan Cherki avec les espoirs? Mais sérieusement, Cherki il a rien à faire avec les espoirs. Non, mais quand tu joues au niveau des Girondins de Bordeaux, c'est sûr que l'équipe de France Espoir, ça te fait rêver. Il est meilleur passeur de Ligue 1 et meilleur passeur d'Europa League quand même. Donc bon, en espoir. Mais pour le coup, pour l'avenir de l'équipe de France, moi le profil qui m'intéresse le plus, c'est Olysée, parce que je pense que la perte de Griezmann laisse un vide, et pour moi celui qui peut combler ce vide, c'est beaucoup plus Olysée que Ryan Cherki. Est-ce que vous croyez pas, il nous reste 1 minute 30, qu'au niveau de l'amour propre,
Mbappé qui n'a rien gagné cette saison, qui a ses coéquipiers qui reviennent avec les Ligue des Champions, il va pas avoir envie de se mettre chiffon contre l'Espagne. Enfin, c'est pas de sa faute s'il a rien gagné. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Mais est-ce que là, il va pas avoir une envie de revanche énorme? Je respecte ce mec-là. Ce qu'il a fait au Real, là, dans les conditions où il a fait ça, rappelez-vous son début de saison, l'histoire suédoise, le bordel et tout, et arrivé meilleur buteur espagnol, même bon. Même s'il défend pas, mais voilà, c'est respect quand même pour le mec. Il a réussi sa saison sur le plan personnel, mais il n'a pas réussi sa saison sur le plan collectif à porter à le mondial des clubs. Oui, il y a le mondial des clubs, oui. Et le Real, c'est clairement un objectif. Il se remporte pour ça. Donc, je pense que pour Kylian, c'est aussi un objectif, ce mondial des clubs. Pour moi, c'est plus là qu'il va aller chercher son trophée que l'équipe de France. Je suis pas certain que ça soit le trophée qui fasse rêver la Ligue des Nations. Alors Philippe, en 15 secondes, je te fais un gros tease pour la semaine prochaine. Mbappé, Marca fait une propagande pour qu'il soit Ballon d'Or. Il y a le Yamal Dembélé qui est en toile de fond. La semaine prochaine, on fait un débat Ballon d'Or. On est obligé parce que quel que soit le résultat, on fera un débat Ballon d'Or. Alors si vous voulez, non mais moi je me mouille pas. Il y a des choses avec nous. Donc la semaine prochaine, tu as vu Kylian, qu'on y va par Kylian. Allez, on termine, il reste 30 secondes. Le pronostic pour France-Espagne. Alexandre. 1-0 France. Majid. 1-0 Espagne. Guy. 2-2 et puis ça va jouer au tir au but. Et c'est la France qui passe avec Magic. Non, Colomani va rater le sien. Gendouzi va rater le sien. 2-1 pour la France. Manu. 3-1 pour l'Espagne. 2-0 Espagne. 2-1 France. 2-1 France, et moi je vais sûr aussi 2-1 France, histoire de venger la défaite 2-1 l'an dernier en demi-finale de l'Euro, qu'on a quand même un peu en travers de la gorge. Allez, merci Alexandre, merci à vous tous pour cette belle émission. Merci Majid et Alvin de nous avoir rejoints. Demain, vous retrouvez Tonton Mauricio et sa bande, mais tout de suite, les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit la chanteuse notamment de Canoë Rose, Victor Laszlo. À demain 17h pour les vraies voix.